Transformer une ferme en laboratoire des énergies renouvelables, c'est le pari audacieux de Maurice Squack. Avec son frère, en 2013, il a été le premier en France à produire du biogaz à partir de résidus de culture. Plus qu'une innovation technique, la méthanisation est devenue un modèle d'agriculture durable où chaque ressource est optimisée. Leur projet visionnaire est devenu un modèle national, posant les bases du développement du biométhane en France et contribuant à la mise en place de réglementations et de contrats types en collaboration avec l'ADEME et GRDF. Aujourd'hui, sa ferme alimente en gaz 5 communes voisines, prouvant que l'agriculture peut être un acteur clé de la transition énergétique. Grâce à la méthanisation, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites, les effluents d'élevage valorisés et les sols enrichis par le digestat, un engrais naturel qui remplace les fertilisants chimiques. Mais ce modèle, c'est aussi une réponse aux défis économiques. En diversifiant leurs activités, Moritz et sa famille ont doublé leur chiffre d'affaires, offrant ainsi une stabilité financière à l'exploitation. Moritz nous démontre que l'agriculture de demain sera circulaire et résiliente. Il repense ainsi le rôle des agriculteurs dans la transition énergétique. Moritz, vous avez la parole. Merci beaucoup. 496 000. 496 000, c'est au dernier recensement le nombre d'agriculteurs qu'il y a en France. Alors c'est un peu différent des chiffres qu'annonçait Nicolas tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de se dire que ça pèse grosso modo pour la population active à peu près 1,5% de la population, et dans la population totale, c'est moins de 1%. Moins de 1%, c'est ce qui nourrit la France et qui produit 8 milliards de chiffres à l'export dans la balance commerciale alimentaire. Ce qui est marrant, c'est que ce petit pourcent, c'est 50% de la surface de la France, ce qu'on appelle la SAU, surface agricole utile. Ça veut dire que ce petit pourcent, il occupe et il s'occupe 50% de notre territoire. Et ça, c'est assez important parce que ces fameux 50%, c'est son outil de travail, mais c'est aussi le paysage dont tout le monde profite, les Parisiens les premiers le week-end, les touristes étrangers. Et c'est ce qu'on appelle aussi les externalités positives. Ça veut dire qu'un agriculteur, évidemment, son premier rôle, c'est de nourrir les hommes et les femmes, mais c'est aussi d'entretenir le territoire. Et ces externalités positives ne sont pas forcément correctement valorisées. Nicolas vous disait que voilà, les agriculteurs travaillent dur, les agriculteurs s'investissent beaucoup, les agriculteurs sont passionnés, mais pour autant, ils ne retrouvent pas forcément le juste retour de leur investissement. Et pourtant, mon intervention a pour titre « L'innovation autour de l'économie circulaire ». Je vais vous expliquer comment l'économie circulaire est capitale et vitale pour lui. Quand le Parisien va faire son tour à la campagne le week-end, c'est pour respirer l'air pur. L'air, le sol, l'eau, c'est les 3 principaux outils de l'agriculteur, qu'il soit éleveur, qu'il soit cultivateur. Il en a besoin et il les recycle tous les ans. Tous les ans, il a besoin d'air pur, tous les ans, il a besoin d'un sol propre, tous les ans, il a besoin d'eau pour arroser ses plantes. Et ça, c'est quelque chose de capital et c'est quelque chose qui ne va pas s'amuser à gâcher. L'étiquette qu'on a de l'agriculteur pollueur, elle est peut-être un peu erronée. Et l'agriculteur, il a besoin de, effectivement, entretenir ces 3 éléments. Je m'appelle Maurice Squack, je fais partie de ces 496 000 agriculteurs. Je suis agriculteur et je vais vous expliquer comment, à travers l'innovation, ce qui vient d'être présenté, on a complété l'économie circulaire existante auprès de notre exploitation. Alors, je suis éleveur. Vous pouvez le voir sur ce slide, on élève de la limousine. La limousine, c'est Houppette, l'égérie du salon cette année. Une très belle race, une race un peu rustique, mais une race qui a plein d'avantages. Et je vais vous expliquer comment on a réussi à créer de la synergie autour d'une exploitation familiale. Moi, j'ai la chance d'être la 3e génération sur une exploitation de polyculture élevage. Ça veut dire qu'on a de la culture, blé, orge, colza, betterave, et on a de l'élevage des limousines. Et historiquement, sur cette structure, il existe une synergie. C'est-à-dire que l'alimentation est produite à partir de mes cultures, je nourris mes vaches,
Mes vaches nourries produisent de l'effluent, ces effluents retournent sur mes terres pour les amender. Ça se pratique depuis des millénaires. Eh bien, quand je suis retourné sur l'exploitation pour m'installer avec mon frère, en 2007, j'ai réfléchi à plein de choses avec lui et on s'est dit qu'il y avait des opportunités de développement parce que la PAC, la politique agricole commune, vous en avez tous entendu parler, devait réduire comme peau de chagrin et comme elle constitue une partie de nos revenus, il fallait trouver une troisième activité pour pouvoir continuer à perdurer. Et pour ça, on a réfléchi, et juste avant, moi je travaillais dans une boîte allemande, et à chaque fois que j'allais en Allemagne, je voyais pousser ce qu'ils appellent les asperges, donc les éoliennes. Des éoliennes, il y en avait partout. Des panneaux photovoltaïques, ils en mettaient dans tous les sens. Et puis il y avait des espèces de yourtes, des yourtes qu'on ne connaissait pas, qui sont des unités de méthanisation. Donc je me suis renseigné là-dessus, et donc pour pas arriver comme un cheveu sur la soupe sur l'exploitation familiale, on a creusé le sujet, et on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une synergie justement opérée entre culture, élevage et méthanisation. La méthanisation, c'est quoi ? La suivante. La méthanisation, ça consiste à prendre nos effluents d'élevage, donc là vous avez une photo de la ferme, on prend les effluents d'élevage, on les intègre dans ce méthaniseur et on va reconstituer la biologie qui s'opère dans la panse d'une vache. On peut y intégrer tout type de matière organique, tout type de déchets. Nicolas l'évoquait tout à l'heure avec l'image très parlante du Stade de France. Un tiers de ce que l'on produit en tant qu'agriculteur, un tiers est malheureusement gaspillé. Eh bien, ces déchets, ils peuvent être valorisés dans ce méthaniseur. En reconstituant cette biologie, qui encore une fois est la même que celle qu'il y a dans la panse d'une vache, on va générer le fameux biogaz. Ce biogaz, il peut être épuré, il peut être injecté dans le réseau, et il peut donc nous permettre de produire une énergie verte. Alors on est parti de zéro à l'époque, et on s'était dit que la valorisation classique qui s'opérait, c'était celle de l'électricité, c'est-à-dire qu'on utilisait ce biogaz pour alimenter ce qu'on appelle un cogénérateur, donc un moteur qui va produire l'électricité qu'on va injecter sur le réseau. Ça, c'était le modèle allemand classique. En France, on exportait à l'époque, faut se remettre dans le contexte, on exportait l'électricité et on importait 100% de notre gaz. Alors, on a discuté avec le ministère de l'Agriculture, on a rencontré des professionnels du gaz, ce qu'on appelle la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, à des spécialistes du gaz. Et on a présenté un modèle où, au lieu de produire de l'électricité, qui a un rendement à peu près de 40%, on pouvait transformer ce biogaz en biométhane avec un rendement supérieur à 97% et l'injecter dans le réseau. Idée folle, personne n'y croyait. Et en fait, on s'est aperçu que technologiquement, c'était possible. On a visité une quarantaine d'installations avec mon frère et on a trouvé la technologie qui permettait ça. C'était la première étape. Il fallait après vendre le projet. Alors, on a discuté avec la DGEC, on a discuté avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. Ce groupe de travail, il regroupait tous les spécialistes de la filière et principalement les opérateurs de réseau. Et après 3 longues années pour nous, parce qu'en tant qu'agriculteur, on aime bien le terrain, on aime bien quand les choses avancent vite. Après 3 longues années, on a réussi à obtenir 4 arrêtés et décrets ministériels qui sont parus le 23 novembre 2011. Et ces arrêtés, ces décrets nous autorisaient à produire du biométhane et à l'injecter dans le réseau. C'était une petite révolution, c'était possible à l'échelle nationale. Étant les premiers, ça a été possible pour nous. Et donc en 2012, après avoir continué dans d'autres groupes de travail à mettre en place des contrats, on a commencé à construire cette unité de méthanisation et on a injecté notre premier mètre cube de biométhane le 28 août 2013. C'était la première unité de méthanisation agricole à injecter du biométhane dans le réseau. Aujourd'hui, on compte pas moins de 730, bientôt 750 unités de méthanisation en France. Ces 750 unités, elles produisent l'équivalent de 12 TWh. Ça ne va pas beaucoup vous parler, mais 12 TWh, c'est à peu près l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Les projections, c'est de se dire qu'en 2030, les producteurs de biométhane, qui sont à 85% des agriculteurs, seront en capacité de fournir plus de 20% de la consommation nationale française. Ça veut dire que concrètement, on peut s'affranchir complètement de ce qu'on importait de Russie auparavant.
En 2050, on espère atteindre 100%. C'est un sacré enjeu, c'est un sacré pari, mais on y croit. Et on y croit d'autant plus que la méthanisation, c'est donc une nouvelle activité pour nous. On essaie de la développer au même titre que le photovoltaïque. Les panneaux photovoltaïques que vous avez là, ce sont des panneaux qui sont là pour revendre l'électricité. Ceux que vous avez devant l'unité de méthanisation, ce sont des panneaux qui sont là pour l'autoconsommation. Ça veut dire que dans cette espèce de cercle vertueux, eh bien, on va produire de l'énergie verte à partir d'énergie verte. Et je dois vous parler d'économie circulaire. L'économie circulaire, elle est double. Quand j'intègre mes effluents d'élevage et mes biodéchets dans mon méthaniseur, je produis l'énergie verte que je vais injecter sur le réseau. Mais le résidu de cette opération s'appelle le digestat. Ce digestat, il vient en substitution des engrais chimiques que j'avais l'habitude d'utiliser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser le résidu de mon méthaniseur, le digestat, pour aller l'épandre dans mes terres. On peut passer à la dia suivante. Et on peut, à ce moment-là, nourrir les plantes qui vont produire l'alimentation du bétail et des hommes, et qui vont générer également de la biomasse qui va servir à nourrir mon méthaniseur. Donc en gros, j'avais deux éléments, la culture, l'élevage, je rajoute le méthaniseur, les effluents d'élevage vont pouvoir alimenter mon méthaniseur, je vais pouvoir implanter ce qu'on appelle des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est-à-dire que moi, agriculteur, eh bien, entre deux cultures principales, je ne peux pas laisser le sol à nu. C'est une réglementation européenne, je suis tenu d'apporter un couvert entre deux. Avant, on broyait cette culture intermédiaire. Aujourd'hui, on peut la valoriser et l'intégrer au méthaniseur. Cette biomasse, elle vient alimenter mon méthaniseur, elle va alimenter le bétail, les effluents vont être traités, les autres biodéchets peuvent être intégrés dans le méthaniseur. Dans notre méthaniseur aujourd'hui, on met ces fameux effluents pour un tiers, on met pour un second tiers les fameuses cives dont je viens de parler, et le troisième tiers, c'est tout type de biodéchets. On est producteur de blé, quand le blé est amené à la coopérative, il est nettoyé, les poussières peuvent être intégrées au méthaniseur. On est producteur de betteraves. Quand les betteraves sont écrasées pour en extraire le sucre, eh bien, ces pulpes de betteraves peuvent être intégrées dans le méthaniseur. Les déchets, je parlais tout à l'heure du gaspillage alimentaire et du tiers de production qui était perdu, eh bien, cette alimentation perdue peut également rentrer dans le méthaniseur. Et donc, sur mon unité de méthanisation, sur mon exploitation agricole, j'ai bien une économie circulaire où culture, élevage, production d'énergie verte travaillent en symbiose parfaite et donc en synergie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la majorité des unités de méthanisation sont avant tout agricoles, puisque tout l'amont est de la matière organique et donc issu du milieu agricole. Et le seul moyen de valoriser le digestat, c'est de le retourner au sol, et c'est également une tâche qui revient à l'agriculteur. Alors voilà, on a une économie circulaire qui apparaît à l'échelle de l'exploitation, mais c'est aussi une économie circulaire à l'échelle du territoire. Puisque ça a été dit tout à l'heure, là, le méthane est produit, épuré, injecté dans le réseau, et il va alimenter les besoins, au début des 5 et maintenant des 6 communes, puisqu'on sature les besoins de ces communes. On fournit les besoins en énergie des 6 communes qu'il y a autour de la ferme, et on arrive même à saturer ces besoins en période estivale. Et je ne vais pas cracher sur le photovoltaïque, encore une fois on en a sur l'exploitation, mais contrairement au photovoltaïque, contrairement à l'éolien, l'avantage de la méthanisation, c'est que c'est une énergie qui n'est pas discontinue. Si pour faire marcher le train ou le métro, il faut attendre le soleil ou le vent pour pouvoir avancer, on va vite avoir un problème. L'avantage de la méthanisation, c'est que ça produit H24, 7/7. Alors Nicolas parlait de l'éleveur laitier qui bossait 7 jours sur 7. Le méthaniseur, ce sont des bactéries et elles fonctionnent en continu. Ça veut dire qu'on nourrit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ces petites bactéries pour produire. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut stocker sur un temps limité dans ce qu'on appelle les gazomètres, sur ces yourtes là, la partie supérieure, le gaz. Et donc quand les consommateurs consomment moins de gaz pendant la nuit ou en été, on peut réduire notre production et on peut donc avoir une énergie verte qui s'adapte à la demande. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et même révolutionnaire par rapport au photovoltaïque et à l'éolien. Et donc c'est une énergie verte qui est vertueuse, qui est intelligente et qui s'adapte au territoire. Donc le pari, effectivement, c'est de se dire que aujourd'hui, l'agriculteur nourrit les hommes et les femmes, et ça restera sa priorité, on le fera toujours. Mais l'agriculteur peut également fournir l'énergie du territoire. Et l'énergie du territoire sous forme vertueuse, sous forme verte, sous forme
de souveraineté également, puisque les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sont vraiment des chiffres, qui se concrétisent dans le temps et dans la réalité. Le Paris de 2030, on s'en approche grandement. La tendance est toujours croissante. Il y a un opérateur de réseau qui s'appelle GRDF, qui est sur le salon, dans ce hall que vous pourrez aller voir, et vous pourrez vous rendre compte qu'effectivement, il y a une application complète de la filière là-dessus. Et donc, on y croit. Donc, on pense vraiment qu'il n'y a pas une, mais des agricultures en France. Et parmi toutes les activités, eh bien, l'agriculteur pourra fournir l'énergie du territoire. Alors, le message que je voulais donner là-dedans, moi, c'est que je suis confiant. Parce que s'il y avait une chose à dire, c'est que l'agriculture, c'est un métier compliqué, c'est un métier de passionné. Ça a été dit, expliqué tout à l'heure, c'est un métier qui est prenant. J'ai la chance d'avoir 4 enfants, et certains sont présents dans la salle en plus. Je ne vais jamais m'amuser à les forcer à être agriculteur, mais je ferai tout pour les aider. Et ma conclusion, c'est qu'effectivement, en reprenant un vieil adage, enfin un vieil, pas si vieux que ça, celui de Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants, et donc je vais tout faire pour que cette économie circulaire, ce cercle vertueux, cette activité de recyclage de l'eau, de l'air, du sol, on la fasse du mieux possible, parce que j'ai confiance en l'agriculture et encore plus aux agriculteurs, et pour moi, les agriculteurs ont de l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci Moritz. Excellent.